Ce jeu est tout bonnement spectaculaire. Prêt pour votre check-up annuel? C'est moi le héros. Pas toi. C'est quoi ce délire avec Pete? Tu n'es pas toi-même. Tu veux nous rejoindre? Il est ici. On boucle tout le bâtiment! Je pourrais sûrement le ramener à la raison. On peut combattre ce truc ensemble! Bonjour à tous et bienvenue pour le premier top test de la chaîne. Et comme je suis très original, on va parler de Marvel Spider-Man 2. Un jeu que beaucoup de fans attendaient, moi y compris. Le premier jeu étant un carton commercial avec plus de 20 millions de ventes et un carton critique avec de très bonnes moyennes sur les sites spécialisés et d'excellents retours pour la plupart des joueurs, et ce malgré une structure d'open world jugée trop classique mais un balancement excellent. Avec un tel succès, il était normal de voir une suite apparaître et qu'on attende tous fébrilement cette suite et troisième jeu de la franchise Spider Insomniac. D'autant plus qu'il avait la lourde tâche de nous présenter l'un des antagonistes les plus populaires de Marvel et du tisseur comme grand méchant du jeu, Venom. Alors ce Spider-Man 2, acte manqué ou nouvelle réussite, je vous dis tout ce que j'en ai pensé dans cette vidéo, c'est parti! Alors on ne va pas passer par 4 buildings, j'ai adoré ce Spider-Man 2 sur PS5. Il m'a procuré toutes les sensations que j'attendais d'un jeu Spider-Man tout en les surpassant. C'est un très bon jeu, mais il a malheureusement gardé les écueils de ses aînés et certaines choses auraient mérité plus d'attention. C'est une suite réussie mais perfectible sur de nombreux points. Si le jeu est si plaisant à mes yeux, c'est en grande partie pour sa campagne principale absolument géniale. C'est simple, je n'ai rien à ajouter la concernant, à l'inverse j'aurais rajouté 1 ou 2 heures de plus, mais on va développer tout ça. Petit pitch de base, Peter et Miles protègent ensemble la ville de New York contre le crime et les super vilains. Mais ce ne sont pas leurs plus grosses préoccupations. En effet, Miles appréhende son entrée à l'université et Peter est toujours sous l'eau pour payer les factures de la maison de Tante May. Mais tout cela va être chamboulé par le retour soudain de Harry Osborn et de son mystérieux traitement, et par l'arrivée fracassante de Kraven le chasseur à New York, prêt à tout pour trouver sa proie ultime. Voilà pour le scénario et ce que je peux en dire sans spoil. Et je vous préviens, il y en aura dans cette vidéo mais vous serez prévenus. Car tous les éléments de l'histoire s'imbriquent extrêmement bien pour nous livrer une campagne riche, rythmée et intéressante, et plus que tout, spectaculaire, et je pèse mes mots. Les thématiques liées au tisseur sont plus présentes que jamais, et les aventures cinématographiques de la licence devraient prendre des notes du jeu tellement les films live récents sur l'homme araignée sont d'une fadeur sans nom à côté de ce jeu. Peter et Miles ont de gros moments d'émotion et de remise en question, mais Peter reste le focus du jeu. C'est sa relation avec Harry et sa rivalité avec Kraven qui font avancer l'histoire, et qui en est le cœur. C'est ce qui rend d'ailleurs le scénario du 2 plus intéressant et impactant que celui du 1. Les personnages qui font avancer l'histoire sont tous plus ou moins liés à nos Spider-Man, là où en dehors du Dr Octopus dans le 1, Peter est assez détaché des vilains et des événements du premier. Son évolution avec le symbiote donne à Peter une dimension encore plus centrale à l'histoire, et celle-ci en devient que plus puissante, car bien évidemment, la partie avec le symbiote et Peter est elle aussi réussie. Miles, lui, est clairement la complémentarité de Peter, c'est celui qui va le soutenir coûte que coûte jusqu'au bout, et il remplit parfaitement son rôle, tout en ayant son propre arc narratif qui conduira à une résurrection de Peter au sens philosophique du terme, bien sûr, tout en s'infirmant de son côté. Ainsi, on voit les rapports entre les personnages changer tout au long du jeu et ça rend les cinématiques et les échanges entre nos personnages très captivants. On se demande comment ça va finir et toutes les relations sont mises à l'épreuve. MJ et Norman sont respectés, rien à dire, ils ont un bon développement pour ce qu'ils deviennent ou vont devenir. Harry est lui aussi bien développé, même si je trouve certaines de ses transitions trop rapides. Ganke et la mère de Miles sont plutôt anecdotiques. Pareil pour Tante May qui n'est là que pour conseiller Peter durant un passage bien spécifique. MJ a des phases jouables plus sympas que dans le premier, avec un petit côté Resident Evil même. Et personnellement, j'ai bien aimé. Même si on est tous d'accord que la voir one-shot des chasseurs de Kraven, c'est ridicule quand on a les Spider-Man qui galèrent leur grand mort à côté. Enfin pour les méchants, bah c'est du 20 sur 20 quoi. Kraven étant la grosse surprise du jeu, il est d'un charisme, d'une présence, c'est incroyable. Il a beaucoup de temps à l'écran et toutes ses scènes sont stylées. Et que ce soit son design et sa voix, tout est réussi chez lui. Tu m'as pris en chasse. Bon réflexe. Voyons si tu as la force de finir ce que tu as commencé. Je vois un homme
Je sens une bête. Mais je pense que tout, dans ce monde, peut être brisé. Mon seul petit regret le concernant, c'est de ne pas avoir beaucoup de développement plus intime sur lui. Il est en mode super vilain tout le temps, et ce qu'on apprend sur lui est suffisant pour comprendre sa philosophie de vie, qui se dévoile petit à petit, mais j'aurais aimé savoir comment il est venu à embrasser cette voie de la chasse. Savoir comment il est devenu Kraven quoi. Mais c'est un détail absolument pas dommageable, c'est juste que j'ai tellement aimé ce personnage que j'aurais voulu en avoir plus sur lui, et c'est le cas aussi de Venom qui est tout aussi réussi. C'est d'ailleurs l'inverse pour lui, on a beaucoup de développement intime, proche de lui, et qui le conduira à devenir le super vilain qu'on aime tous, et sa phase où il apparaît pour la première fois est juste monstrueusement jouissive, et l'un des meilleurs moments du jeu. Après il reste en Venom pour la partie finale du titre, mais je trouve qu'on aurait pu avoir encore plus de ce Venom énervé dans la ville en mode super vilain. Après ce qu'on a eu est largement suffisant, mais voilà, même si on a eu une grosse part du gâteau, quand il est délicieux, on en veut une autre malgré tout, bah pour Venom, c'est pareil, on en veut encore. D'ailleurs, un membre d'Insomniac a déclaré qu'un standalone sur Venom était possible si le personnage est bien reçu. Pour le reste du casting de la malveillance, le lézard est peut-être mis en second plan, mais son design est tout juste incroyable au même titre que la séquence qu'il nous offre. Mystérieux est lui aussi très réussi, bien qu'il soit dans une activité annexe, ce qui est dommage. On aurait aimé le voir plus mis en avant, mais c'est le choix d'Insomniac. Et quand on a des méchants aussi réussis, ça élève tout naturellement la qualité de ton histoire et ici du jeu. La fin quant à elle est intéressante, même si un peu moins satisfaisante que la première, car elle laisse en suspens plusieurs intrigues qui seront développées dans les suites, mais elle conclut bien l'arc du jeu autour de Venom et de Kraven. Donc on n'a pas ce sentiment de « il manque quelque chose », mais plus « il faut vite la suite ». Voilà tout ce que je pouvais dire sans divulgacher. Dorénavant nous sommes en zone de divulgation, alors attention si vous ne voulez rien savoir de l'histoire ou des boss. Et bien que dire si ce n'est que les moments mémorables de ce jeu se comptent à la pelle. Et des pelles on en aura besoin pour retirer tout le sable de cette intro. Oh bordel c'était tellement bon. L'homme sable nous livre une intro spectaculaire et incroyable. C'est même un peu dommage de ne pas l'avoir utilisé dans le reste de l'intrigue, mais rien que pour cette intro, c'est bon, on est soufflé quoi. Puis après ça enchaîne avec l'évasion du raft, l'attaque de Coney Island, la libération de Tombstone, la transmission du symbiote dans l'Atrium, la chasse de Kraven, la course-poursuite avec le lézard, les pétages de plomb de Peter, le combat Miles contre Peter symbiotique et la création de Venom. Quelle jouissance ce passage, où pour la durée d'une mission, on peut contrôler Venom. Et en plus il enchaîne avec un combat de boss très satisfaisant pour les deux personnages. Franchement l'un des meilleurs passages du jeu, et là oui, donnez-nous un putain de jeu Venom. Je veux mon jeu Venom, vous entendez Insomniac? Vous allez le faire. Faites-le putain. Faites notre jeu Venom. Le combat final est lui aussi super intense. Bref, je le répète, j'ai kiffé cette campagne de Spider-Man 2 qui nous offre plein de moments mémorables. Mais j'ai quelques menus reproches à lui faire. Comme dit plus haut, la partie sur Peter symbiotique aurait mérité un peu plus de temps pour faire grandir plus graduellement la violence et la colère de Peter. Et aussi car je veux toujours plus de costumes noirs évidemment. Miles, qui est un peu trop parfait à mon goût, en dehors de son arc avec Martin Lee et de l'aide qu'il apporte à Peter, bah il a aucun problème comparé à Peter, ce qui le rend trop lisse à mon goût. Je veux dire, mentalement il n'a pas de défaut, il est parfait, ses proches adhèrent tous à sa vie de Spider-Man, sa mère le couvre financièrement et n'a pas de gros problèmes à gérer. Donc j'espère que dans le prochain, il gagnera en épaisseur, car pour l'instant il reste défini par l'héritage qu'il a de son père et de Peter. Et il remplit parfaitement son rôle dans les deux cas, donc ses perspectives d'évolution sont de zéro. Je trouve que dans son standalone, il était plus intéressant. Concernant Peter, j'aurais aimé qu'il fasse une grosse connerie durant sa phase symbiotique. Car bon, ok, se mettre à attaquer ses proches, c'est bien pour montrer la descente dans le code obscur, mais au final, ils vont bien et ils lui pardonnent. Alors qu'une vraie grosse connerie ou de mauvaises actions comme détruire une amitié ou blesser un innocent, que Peter aurait tenté de réparer, n'aurait pas été de trop, je pense. Mais encore une fois, on reste dans cette logique de on en veut toujours plus, car Peter est largement assez maléfique durant cette phase. J'aurais simplement aimé un peu plus de conséquences de cette phase symbiotique. Mais le point le plus décevant selon moi, c'est qu'on n'affronte pas la phase finale de Venom à deux. C'est décevant quand même, on l'affronte tour à tour avec Peter et Miles, mais jamais ensemble. C'est assez anticlimatique, non? J'attendais le round final avec Peter et Miles, où on peut faire des finishers en duo, où l'autre Spider-Man aurait pu être une source d'interaction, un peu comme Kratos et Atreus par exemple. Mais hormis ces quelques points, j'ai adoré l'histoire et la campagne qui enchaîne bien les situations et péripéties, et quand le générique arrive, j'étais rassasié et absolument conquis par l'histoire. Là où pour faire un parallèle avec God of War Ragnarok, quand le générique s'est lancé, je n'avais que des frustrations et des manques, ce qui est loin d'être le cas ici. Mais passons maintenant du côté des quêtes annexes et de l'open world, et c'est là que le bas commence à blesser. Nous retrouvons donc New York qui a presque doublé de taille avec les nouveaux quartiers du Queens et de Brooklyn. Et pour traverser ce terrain de jeu agrandi, Insomniac a rajouté la mécanique des delta toiles qui vient enrichir un système de déplacement et de parcours
toujours aussi plaisant et satisfaisant à diriger. On gagne ainsi en vitesse et surtout en hauteur, ainsi que quelques capacités bienvenues comme la catapulte, le looping et la toile en coin. Tout cela rend le balancement encore plus agréable et surtout nous donne la possibilité de nous adapter à notre environnement. En effet, il y a maintenant des zones où le balancement sera plus compliqué en raison de l'absence de building ou de grands bâtiments sur lesquels tisser nos toiles. C'est toujours la grosse réussite du jeu. Pourquoi croyez-vous que tous les fans de montage sur les réseaux, c'est des phases de déplacement? Bah parce qu'on peut passer des heures à se balancer et kiffer comme jamais. Mais où est-ce que l'on va? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce New York 2.0? Eh bien grossièrement la même chose qu'avant. En effet, on retrouve la même structure que les opus précédents, à savoir des crimes aléatoires, des collectables, des arènes et quelques quêtes scénarisées. Et c'est là que je trouve que le jeu est décevant. On a trop peu de quêtes scénarisées. C'est tellement dommage car les quêtes de la flamme sont excellentes, mais c'est la seule du jeu. C'est l'équivalent de celle de Tombstone dans le premier, mais ça ne s'arrête pas là. Les Spider-Bots remplacent les sacs à dos, les Mysterium remplacent les défis de Taskmaster. D'ailleurs, on a zéro nouvelle de lui, pourtant il nous avait teasé son patron à la fin de la quête dans le premier opus. Les repères de bandits, de Fisk, Mister Négative et de la Pègre sont remplacés par ceux de Kraven, de l'Homme Sable et de Venom. Les quêtes écologiques, pareil. Les quêtes de quartier sont reprises de Miles Morales, on assiste à un vrai copier-coller des activités. C'est pour ça que j'ai apprécié les drones de Kraven, car elles font appel non pas au combat ou à l'infiltration, mais au parcours avec le Delta Toile, en plus d'être inédites. De plus, la réussite de cette quête tisse quelque chose d'intéressant pour de futurs DLC, ou de suite ou de standalone. Toutes ces quêtes ne sont pas mauvaises ou déplaisantes à faire. J'ai aimé les faire dans le premier, j'ai aimé les faire dans celui-là. Et c'est pas un souci dans l'absolu de retrouver des éléments identiques dans une suite. Mais comme ce n'est pas accompagné d'un vrai contenu inédit, bah je trouve ça dommage. Mais les pires quêtes selon moi c'est celle de Miles à l'université de Brooklyn Vision. En dehors de la première que j'ai trouvé très sympa, le reste est d'un chiant, d'un inintérêt total. Bon sang mais on arrange des rencarts? On fait le cadreur pour un exposé? On sauve une mascotte de basket? Eh oh! C'est Spider-Man, il a autre chose à faire que le larbin. Je sais que c'est l'araignée sympa du quartier, mais faut pas déconner non plus. Les demandes se doivent d'être un minimum importantes, non? Quand il prend le costume, c'est pour combattre le crime et résoudre de vrais problèmes de citoyens. T'imagines Spider-Man faire le caméraman pour un exposé d'étudiants pendant qu'un incendie se déclare juste à côté? Je trouvais que les quêtes de quartier de Miles dans son propre jeu étaient mieux écrites, car les habitants de son quartier étaient confrontés à de vrais problèmes devant lesquels ils étaient démunis, comme des détournements de fournitures, des agressions ciblées ou des kidnappings. C'est pour ça que la quête de la musique est la plus sympa des quêtes de Miles. Il s'occupe du crime tout en aidant sa communauté. Mais arranger un rencard, bon sang! Elles sont belles les responsabilités. C'est un peu la séquence bois de fer de ce Spider-Man, où on fait des trucs chiants et sans rapport pendant des heures, parce qu'on est trop des gentils bisounours, t'as vu? Mais dans l'absolu, je peux concevoir que Spider-Man fasse ça car c'est un héros d'une immense bonté. Mais ce qui me chagrine, c'est que le temps et les moyens utilisés pour faire ces quêtes auraient pu être alloués à des quêtes bien plus intéressantes à la place, comme je sais pas moi, d'autres quêtes scénarisées. Enfin, les Mysterium sont l'équivalent des arènes de défis, et si vous les complétez tous, vous avez accès à un combat de boss contre Mysterio qui est très cool, même si un peu trop facile. Pour la quête de la flamme, elle débauche sur un gros teasing qui fait plaisir, reste à savoir si le méchant annoncé sera dans un DLC, un standalone ou dans la suite directe. Personnellement, je pencherais plus pour un DLC, puisque la thématique de ce super vilain est plus dans celui de ce deuxième opus. Vous l'aurez compris, ce qui me manque, ce sont des quêtes du calibre de celle de la flamme. Le reste est d'un copier-coller redondant et pas franchement intéressant, même si toujours aussi bon. De ce point de vue-là, les Batman Arkham sont plus réussis car chaque quête nous menait à un super vilain du Chevalier Noir, ce qui était plus engageant pour les faire et surtout plus satisfaisant à terminer. Prenez les bases de Kraven par exemple. Elles auraient pu déboucher sur un nouveau boss en lien avec Kraven, mais non, on apprend via un enregistrement qu'il ne se passera rien, faudra se contenter d'un costume. Pareil pour les camps de Venom, et pour ceux de l'Homme Sable, on a juste droit à une cinématique, certes touchante, mais qui ne suffit pas à nous faire oublier les 10 bacs à sable qu'on s'est farcis juste avant. Et la structure de l'open world aurait mérité plus d'interactions que juste une liste de devoirs à cocher. On a des chasseurs de Kraven, bah qu'ils nous chassent, de temps en temps qu'on se fasse attaquer et pris au piège de manière aléatoire. Ou alors tomber dans une tempête de sable qui brouille notre map et notre visibilité jusqu'à la découverte du cristal. Bref, rajouter un petit peu d'interaction et du vivant à la map. Les Spider-Bots sont sympas, avec les petits commentaires de Miles et Peter et le clin d'œil de fin de quête, mais malgré tout ça, l'open world se parcourt tellement bien, et le gameplay est tellement bon, qu'on peut passer outre ses défauts et prendre du plaisir malgré tout. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris du plaisir sur l'ensemble du contenu annexe, parce que c'est bon de se déplacer, d'être Spider-Man. Et en parlant du gameplay, justement, que vaut-il? Eh bien tout comme la voltige que j'ai évoqué précédemment, le système de combat a lui aussi été agrémenté de nouveautés et de réajustements qui améliorent le gameplay. Nous avons par exemple la disparition de la roue des armes, qui cassait le rythme des combats. A la place, nous avons deux poules de capacités, une pour les gadgets communes aux deux Spider-Man, l'autre pour les pouvoirs uniques à chaque Spider-Man que nous pouvons sélectionner et activer sans couper l'action, rendant les combats beaucoup plus fluides et dynamiques qu'avant.
De plus, chaque action que l'on pouvait faire se voit ajouter de mouvements en plus. Le combat aérien avec les feintes et les enchaînements, l'attaque de toile avec les possibilités de déplacer ennemis et armes, et l'ajout d'une parade pour contre-attaquer. Ainsi, les combats gagnent en richesse et en variété et tous les combos peuvent s'enchaîner et interagir entre eux, donnant lieu à un ballet martial et surhumain de haute voltige. Le gameplay est donc toujours aussi bon et s'en retrouve renforcé. Néanmoins, nos Spider-Man en deviennent tellement puissants que le jeu devient au bout du compte assez facile, même en difficulté max. Et ce, même contre les boss. Des boss plus nombreux que le précédent, comptez-en une dizaine dans la quête principale et de bien plus grande envergure en termes de mise en scène. On a d'ailleurs un système à la Dark Souls avec barre de vie et plusieurs phases. Chaque phase étant séparée par une cinématique souvent très impressionnante et qui nous récompense grandement pour nos efforts pour vaincre le boss. L'infiltration est elle aussi plus riche, avec la possibilité d'éliminer plusieurs ennemis en un coup, et l'implémentation du filin de toile qui permet de créer des supports sur toute la zone. Seulement, il est tellement plus rapide et efficace de se battre qu'on oublie bien souvent l'infiltration. Il aurait fallu donner des contraintes aux joueurs pour le forcer à faire de l'infiltration, car dans bien des cas on fonce bourriner, encore plus avec un Peter symbiotique. Un symbiote d'ailleurs sublimé dans ce jeu avec des pouvoirs et un ulti vraiment jubilatoire et dévastateur. Je trouve cependant regrettable qu'on ne puisse pas revenir à une couleur symbiotique noire après la fin du jeu, et j'aurais aimé des animations et des capacités distinctes quand Peter porte le costume noir. Par exemple, soulever des voitures ou de gros éléments de décor pour souligner sa force nouvelle. On a bien des finishers différents selon le personnage qui nous accompagne, ou le type de toile qui change selon notre costume. Eh bien j'aurais aimé qu'ils aillent plus loin avec des lignes de dialogue adaptées à la mentalité de Peter en open world, et des animations plus violentes quand il porte le costume symbiotique. Je trouve donc dommage qu'on ne soit pas allé plus loin dans l'exploitation du costume noir. Peut-être dans de futurs DLC, qui sait. Encore une fois, tout ce qu'ils ont implémenté dans le jeu par rapport au costume noir est très bon et jubilatoire, et encore une fois on est dans cette logique de on en aurait aimé encore plus pour vraiment kiffer notre costume noir et le symbiote. Je reste cependant satisfait, comme je l'ai dit, du travail proposé par Insomniac, qui propose ici un gameplay toujours aussi bon et amélioré par rapport au précédent. Ça fait du bien. Tu n'es pas mort. Ton chef devrait mieux viser. Attardons-nous maintenant sur le plan technique, et le jeu était très attendu de ce côté-là. En effet, c'est le premier AAA maison de Sony à sortir exclusivement sur PS5. God of War et Horizon et Miles Morales étaient quant à eux sortis à la fois sur PS5 et sur le parc de PS4, qui comporte 120 millions de consoles, pour maximiser le nombre de clients potentiels. Et quand on voit les coûts de développement s'élevant à plus de 200 millions, marketing non inclus, on comprend pourquoi ils ont choisi ça. Le revers de la médaille, c'est que 2 ans après, nous sommes toujours face à des jeux de l'ancienne génération, profitant davantage des capacités de la nouvelle pour un confort graphique augmenté que pour proposer une réelle évolution technique. Ce Spider-Man entièrement nouvelle génération a donc beaucoup de promesses à tenir. Il doit proposer une expérience graphique et technique qu'on n'aurait pas pu avoir sur l'ancienne génération, des mécaniques ou des éléments qui auraient été impossibles d'incorporer sans la technologie de la PS5. Alors est-ce que c'est le cas ? Eh bien oui, mais pas sur tout le jeu. Je m'explique. Graphiquement, nous sommes sur un très beau jeu PS4. Oui, je sais, mais laissez-moi vous expliquer avant de me mettre au bûcher. Déjà, le jeu possède des qualités techniques indéniables. Commençons par le plus trivial avec les modes graphiques. Nous avons ici le choix entre mode fidélité 4K 30 fps et un mode performance de 60 fps avec une plus basse résolution. Les deux modes sont très bons, et même si je privilégie le mode performance pour un jeu comme Spider-Man, le mode fidélité est excellent et il est extrêmement stable. Les développeurs ont aussi le bon goût d'ajouter les options de VR et de ray tracing nous permettant de personnaliser notre expérience, et de ce que j'ai pu tester, toutes les options sont solides et aucune ne peut être prise en défaut. De plus, si vous possédez un écran 4K adapté, vous pouvez mettre l'option pour désactiver les limites de FPS et vous avez vraiment un magnifique rendu, le meilleur des deux mondes, et franchement allez-y. On est donc dans un écran technique extrêmement solide, mais ce qui m'a le plus frappé dans ce jeu et qui le porte selon moi comme un vrai jeu nouvelle génération, c'est sa capacité de chargement. Vous pouvez vous déplacer à une vitesse prodigieuse dans toute la ville et tout fonctionne. Je sais, ça a l'air con dit comme ça, mais songez-y une minute. Nous avons une ville de New York, plus grande que jamais, et nous pouvons nous y déplacer sans aucun chargement ni bug graphique et être parfaitement jouable avec une distance d'affichage hallucinante. Et malgré votre vitesse, le jeu parvient à charger tous les éléments devant vous. Même mieux, ils sont déjà chargés. L'immeuble que je vois là-bas, il est déjà là, et c'est sans parler des transitions cinématiques et temps réel qui n'existent plus. Pareil pour le voyage rapide, quasi instantané. Ce qui est ironique de mettre un voyage rapide aussi rapide sur un jeu où il est si grisant et rapide de se déplacer. Le jeu est magnifique certes, mais graphiquement c'est un jeu PS4, mais profitant d'une capacité de traitement next-gen qui permet de rendre l'expérience
bien plus immersive et satisfaisante que sur l'ancienne génération. Donc c'est pour ça que c'est un jeu next-gen. Un autre élément satisfaisant du jeu, c'est bien le sound design, la musique, les voix et les effets sonores qui sont tous de très bonne facture. Aux petits oignons comme on dit. Plus sérieusement, merci à Donald Renew pour ce taf incroyable sur un Peter plus énervé que jamais. Grégory Lerigade, impeccable en Miles, il match tellement bien avec l'ancienne voix que j'ai cru que le comédien de Miles était toujours le même. Et il apporte même cette petite touche de maturité en plus, due à un Miles plus âgé et aguerri, mais toujours en croissance pour devenir un Spider-Man qui s'affirme totalement. Dans les VF qui m'ont marqué, Kraven, bon sang. Le comédien, il le joue pile comme il ça. Mouah. Franchement, il est pile poil et participe à lui donner une ampleur et une présence incroyable. Ah non, franchement, incroyable. Et il ressemble tellement pas à Kraven, c'est abusé, regardez-le. Pas grand chose à dire du cast, si ce n'est que je l'ai fait en VF, que je recommande. Seul Venom a une VO plus marquante que la VF, mais cette dernière reste tout de même d'excellente qualité. Concernant la bande originale, je l'ai trouvée plus marquante que dans le premier, avec notamment les thèmes de Kraven et de Venom, qui participent à une iconisation monstrueuse de ces personnages. Et globalement, toute la BO accompagne très bien les scènes avec les thèmes du symbiote, les thèmes de Peter, etc. Et que dire de la musique introductive? Pouah, elle te donne une pêche et une envie de jouer instantanée. Pourquoi aujourd'hui? Je vais grave me faire virer. Sans compter le retour des thèmes de Peter et de Miles. Et en parlant de Miles, mais donnez-nous le mini-jeu de DJ en activité annexe. Pouvoir remixer les thèmes cultes de la franchise Spider-Man sur un mini-jeu de rythme à la Guitar Hero, mais je signe tout de suite, putain. Enfin, pour les effets sonores, rien à dire, tout est très bien facturé. Je note le sound design du symbiote en règle générale extrêmement réussi, et le son quand on active la rage symbiotique, délicieux. Ce qui l'est moins par contre, c'est un manque de finition globale et des régressions sur de nombreux points. Je parlais de la technique, mais j'ai eu pas mal de bugs sur ma partie que j'ai fait en performance, bien plus que sur le premier, et cela malgré un patch de 30 Go tabernacle. Et c'est dommage. Ensuite, quand je parle de régression, c'est plein de petites features ici et là qui ont disparu. En vrai qu'on a les pouvoirs des costumes, énormément de gadgets, alors qu'on aurait pu les garder et rendre le choix de gadgets encore plus riche et varié pour notre roue, le cycle jour-nuit toujours pas présent, pire, avant on pouvait au moins choisir l'heure de la journée avec un temps de chargement, mais là non. Faut se contenter d'une magouille avec les Mysterium, alors qu'on est sur PS5 quoi, merde. On a les collections de podcasts qui ont disparu, le codex de personnages, le fil d'actualité, les arcs narratifs de Fisk et de Taskmaster aux abonnés absents, plein de petites choses qu'on ne retrouve plus, et en tant que suite directe du premier, et dont la majorité du contenu fut repris et copié-collé de l'ancien jeu, je trouve ça franchement honteux. Surtout pour un jeu qui coûte 10 € plus cher, pour 25-30 heures de durée de vie. Alors c'est une durée de vie tout à fait honorable, hein, surtout au vu de la qualité de production du titre. Mais quand le premier était plus long et que celui-ci sort avec une durée de vie moins conséquente, avec moins de features et vendu plus cher, bah ça fait chier. Tout ça me donne une impression de « on n'avait pas le temps de tout mettre car Sony nous a forcé à sortir le jeu trop tôt pour les fêtes de Noël ». Je ne vois pas d'autre explication. Pour moi, ils n'ont pas eu assez de temps et ont retiré plein de petits trucs pour être dans les temps, et c'est dommage. Pas de possibilité de refaire ces missions, pas de New Game Plus à la sortie, ça commence à devenir une mode assez insupportable ça. J'aurais bien aimé ces fonctions-là moi pour vous réaliser ce test et faire des captures plus facilement. Bref, tout cela est bien dommageable. Que dire pour conclure?
Et bien que ce jeu réussit comme ses prédécesseurs à nous faire incarner les tisseurs sans briser notre immersion de super-héros. A l'instar des Batman de Rocksteady, nous sommes Spider-Man. Allant de la campagne, formidablement orchestrée et incroyablement spectaculaire, son gameplay extrêmement bien ficelé et sa ville de New York plus imposante et agréable à parcourir que jamais, je regretterais sa structure de monde ouverte, encore réutilisée et vieillotte, qui ne veut pas sortir des standards de l'open world des années 2010 dans un souci de conformisme paresseux. Il n'en reste pas moins que ces défauts structurels sont largement supplantés par l'incroyable talent d'Insomniac à nous faire incarner les hommes araignées dans toute leur splendeur. Si on aime Spider-Man et son univers, on ne peut qu'adhérer à cette proposition extrêmement bien produite avec un degré de finition largement au-dessus de ce qui se fait dans l'industrie. Mais il ne reste pas moins un jeu très classique dans sa formule qui ne bouleversera pas les codes mais les amènera à des hauteurs encore jamais atteintes. Et vous vous en doutez, fan du tisseur que je suis, j'ai complètement adoré ce jeu, qui a su m'offrir tout ce que je désirais d'un tel univers avec ses personnages de comics que j'appréciais tant. Et j'ai hâte de voir les suites arriver. D'ailleurs, les suites, à quoi pouvons-nous nous attendre? Bon, déjà, on peut passer vite sur le Spider-Man 3, qui est confirmé à coup sûr au vu des scènes post-génériques, et au vu du succès absolument colossal de ce Spider-Man 2. Les vilains sont annoncés et la situation finale claire. La question concerne davantage le personnage de Silk, si elle sera un personnage jouable dans le 3, pour avoir 3 personnages jouables pour Spider-Man 3. J'espère que ce sera le cas, car elle peut apporter des choses intéressantes avec son personnage. Ce qui m'intrigue le plus, c'est le standalone qui va suivre, car on a beaucoup de rumeurs concernant le personnage qui en sera au centre. Venom, Daredevil, ou même Silk qui peut être développée, elle aussi dans de possibles DLC. Hâte de savoir ce qu'ils vont faire et comment ils vont réimaginer le gameplay. Ma plus grosse question, c'est de savoir comment ils vont renouveler New York. Car c'est bien gentil de nous l'agrandir, mais ça reste la même base qu'on a déjà joué 3 fois. C'est pour ça que je miserais bien sur le multiverse. Oui, je sais, encore, mais attendez. Imaginez 3 ou 4 New York de différentes dimensions, complètement différents des uns des autres, qu'on pourrait traverser avec un portail à la Ratchet & Clank, profitant ainsi de la puissance de la PS5 et proposant la prouesse de 4 maps superposées et accessibles en temps réel. Et en plus, ça colle à l'histoire de Silk et aux héritiers et à tout l'arc Spider-Verse. Tant qu'on est sur le SSD, pourquoi pas proposer un switch de personnages instantané mais dans l'action, directement pendant les combats. Passer de l'un à l'autre sans écran noir. Ainsi, on pourra avoir des New York complètement différents, avec pourquoi pas un New York beaucoup plus aérien qui serait en lévitation, un New York souterrain, ou un New York d'une autre culture, d'un autre style, avec une architecture complètement différente et revisitant toute l'organisation de la ville. Bref, on pourrait imaginer plein de New York inédits par rapport aux précédents opus. Bien sûr, j'aimerais aussi voir les problèmes que j'ai évoqués être résolus, et quant au reste, j'ai une totale confiance en l'équipe. Pour le gameplay, on peut là aussi aller beaucoup plus loin et proposer des combats qui tirent profit de l'environnement, des combats plus aériens qu'on pourrait réaliser sans toucher le sol par exemple, que ce soit avec des mobs ou des boss, des combats sur les murs aussi, et proposer encore plus d'usages différents dans notre toile. Mais en attendant, je poserai mon regard sur leur prochain titre Wolverine, et là on va voir ce qu'ils ont dans le ventre, dans un tout autre registre, autrement plus sombre et violent. Putain, et si on arrange encore un recart, je vais... En attendant de les revoir, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Portez-vous bien. Ciao! Il faut que je le fasse tester à Ganki.